En juin 2011, Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a subi un tremblement de terre qui a laissé une grande partie de la ville dans le chaos, détruisant des bâtiments et des infrastructures et laissant plus de 50 000 foyers sans électricité. Des maisons se sont effondrées, des conduites d'eau se sont rompues, des inondations ont eu lieu et des incendies ont éclaté en raison de la rupture des lignes électriques. Du fait des forts mouvements du sol et des secousses intenses, une partie de la ville a connu un phénomène étrange, connu sous le nom de liquéfaction du sol. Des éboulements de sable ont émergé des routes asphaltées, faisant basculer et sombrer les voitures et provoquant la chute de blocs rocheux des collines, entraînant davantage de dommages aux habitations. La liquéfaction du sol se produit lorsqu'un sol saturé perd sa force et sa rigidité en réponse à une contrainte appliquée, comme des secousses ou d'autres changements soudains, comme une forte explosion. Un sol saturé, meuble ou du sable a tendance à se comprimer lorsqu'une charge est appliquée. Mais en cas de contrainte telle qu'une secousse ou une explosion, on observe le contraire. Le sol a tendance à se diluer et il en résulte des sables mouvants ou de l'argile rapide traître. La terre se transforme en liquide, ce qui fait que les structures de masse lourdes comme les bâtiments, les infrastructures et les voitures commencent à s'enfoncer, se renversent ou s'effondrent. Cela peut également affecter les barrages et les ponts. Les courants de turbidité peuvent également former d'énormes glissements de terrain impossibles à arrêter. Dans le pire des cas, des villes entières peuvent être détruites. Comme vous pouvez le voir, la liquéfaction peut déplacer des zones entières de terre. La boue peut s'élever de façon spectaculaire et rapide, et sa force destructrice est inarrêtable. C'est un phénomène bien documenté. Le tremblement de terre de 1964 à Niigata, au Japon, a provoqué une liquéfaction, et on peut en voir les effets très clairement sur ces photos. La même chose ici avec le tremblement de terre de 1964 en Alaska. Des bâtiments qui tombent, des voitures qui coulent, des infrastructures qui s'effondrent. Une fois la tension retombée, le sol commence à se solidifier à nouveau, et nous pouvons voir les conséquences. Des rues boueuses et inégales subsistent là où il y avait autrefois un revêtement routier. Si nous revenons aux photographies des villes du XIXe siècle, nous constatons une situation similaire ici. Les routes sont peu raffinées et pleines de boue. Nous voyons partout des routes inégales, grossières et boueuses, sans sophistication, sur fond d'architecture raffinée, sophistiquée et magnifique. Ces villes auraient-elles pu subir le même sort de liquéfaction du sol qu'à une époque plus récente? Peut-être. Mais malheureusement, les routes boueuses ne sont pas une preuve suffisante pour tirer des conclusions, n'est-ce pas? Les enfants sont ceux qui posent les questions les plus essentielles et les adultes, dans leur stupeur brumeuse, fournissent généralement les réponses les plus insatisfaisantes, régurgitant souvent des informations savantes et absurdes qui laissent l'imagination de l'enfant insatisfaite. En se traînant le long de ces routes boueuses du XIXe siècle et en observant son environnement, un enfant peut se demander « Pourquoi ont-ils construit les fenêtres si bas par rapport au sol ?» Et quelle excellente question! Oui, pourquoi en effet ont-ils construit des fenêtres au niveau du sol? Car voyez-vous, les personnes que nous voyons sur ces photos n'ont malheureusement pas construit cette architecture. Et peut-être que certaines d'entre elles, à un moment donné de leur vie quotidienne bien remplie, se posent exactement la même question. Nous le voyons partout. Fenêtres au niveau du sol. Fenêtres partiellement sous le niveau du sol. L'entrée du premier étage est surélevée par rapport au niveau du sol. Des marches menant à des entrées situées sous le niveau du sol.
Nous pouvons le constater dans presque toutes les grandes villes de notre monde, à la fois sur des photographies anciennes et lorsque nous marchons dans les rues aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela nous apprend? Qu'une société ayant accès à des outils de construction modestes, à des chevaux et à des charrettes, a construit ses infrastructures en dépensant d'innombrables heures et de l'énergie à défricher un terrain de plus de 3 mètres de profondeur pour commencer sa construction. La construction des sous-sols est un travail incroyablement difficile. Depuis le XXe siècle, les grandes machines d'excavation telles que les tractopelles et les engins à chargement frontal ont permis de réduire considérablement le temps et la main-d'œuvre nécessaires pour creuser un sous-sol par rapport au terrassement manuel avec une bêche. On pourrait peut-être dire que nos ancêtres historiques étaient aussi dévoués à l'architecture qu'ils construisaient et que beaucoup des bâtiments enfoncés que nous voyons sont en fait dus à des élévations et à des dépressions dans le paysage naturel. Le récit officiel, toujours plein d'incohérences, suffirait peut-être s'il n'y avait pas de fouilles contemporaines. Lorsque nous regardons des photographies comme celle-ci, nous nous rendons immédiatement compte que ce que nous voyons, ce sont des fenêtres et des portes situées à 2 ou 3 mètres sous la surface du sol. Pourquoi y a-t-il des fenêtres et des portes sous terre? Qu'est-ce que nous voyons dans nos villes? L'accumulation naturelle du sol au fil du temps? Les géologues n'ont jamais été capables d'attribuer une valeur cohérente à l'accumulation naturelle de terre végétale dans le monde entier, car c'est impossible. Certaines régions de notre monde connaissent une accumulation constante de terre arable, alors que d'autres régions connaissent une érosion constante. De nombreux historiens et archéologues ont noté que de nombreuses villes ont été détruites au cours des siècles par la guerre, un phénomène naturel comme les tremblements de terre, les cendres volcaniques et les inondations. Ne s'agit-il pas simplement des couches des civilisations précédentes? Non, ce n'est pas le cas. Nous voyons encore et encore des étages entiers de bâtiments qui correspondent à l'architecture existante au-dessus de la couche de terre. Vous voyez, ce qui se trouve en dessous ne sont pas les traces inconnues des générations précédentes, mais de la même génération qui a construit ces structures. Et une fois que l'on voit ce genre d'infrastructures enfouies, qui existent en si grand nombre dans notre monde, on ne peut plus ne plus le voir. Nous voyons que les fondations des vieilles églises sont en fait les premiers étages originaux avec des entrées et des fenêtres cohérentes. Nous voyons des mosaïques déterrées. Nous voyons des piliers, des colonnes et des arcs qui étaient à l'origine beaucoup plus grands. Et c'est la couche de terre qui a réduit leur taille, comme s'ils n'étaient pas assez grands pour commencer.
Et comme avec le tremblement de terre de 1964 dans le Niigata au Japon, nous trouvons aussi beaucoup de structures dites anciennes qui penchent comme si à un moment donné le sol, sous ces structures, s'était relâché et liquéfié. Nous avons la tour de l'église de Saersen et la tour de notre chère dame de l'église de la montagne en Allemagne, la pagode de la colline du Tigre en Chine, la tour penchée de Neviansk en Russie, le temple penché de Uma en Inde, Utrecht aux Pays-Bas, la tour de Saragosse en Espagne, et bien sûr, la tour de Pise. Les menteurs officiels du monde entier tentent de justifier les structures enterrées et inclinées que nous voyons en nous racontant des histoires d'antiquité et de géologie en constante évolution. Mais cela devient plus compliqué pour eux lorsque nous tournons notre attention vers l'Amérique. Si nous devons croire leurs récits, alors tous les bâtiments que nous voyons sur les photographies du XIXe siècle des villes américaines en plein essor sont de construction récente. Pourquoi voyons-nous des structures célèbres, telles que le bâtiment du Capitole à Washington, avec une infrastructure cohérente qui s'enfonce très profondément dans le sol? Une fois de plus, les incohérences ne tiennent pas debout. Pourquoi un peuple sous-développé aurait-il gaspillé des ressources, de l'énergie et du temps à construire les fondations du bâtiment du Capitole pour qu'elles soient conformes au style de colonnes que nous trouvons au-dessus de la surface? Les fondations n'avaient pas à comporter de colonnes. Les colonnes, nous dit-on, sont un choix stylistique, pas un choix fonctionnel. Alors pourquoi ont-ils fait cela? En un mot, ils ne l'auraient pas fait. Nous voyons des images qui suggèrent que les gens du XIXe siècle se préoccupaient en fait de déplacer une grande partie de l'énorme quantité de boue présente ici, de niveler le sol et d'excaver les structures existantes. La cohérence et la prévalence de l'architecture enfouie à travers notre monde indiquent que ce qui s'est passé était un événement mondial, malgré les différences régionales dans l'accumulation et l'érosion naturelle de la couche arable. Et il n'y a aucune explication officielle qui justifie l'architecture enfouie que nous voyons. Aucune explication n'est fournie pour justifier la quantité de boue que l'on voit sur les photographies de nos villes au XIXe siècle. Sur les routes, des amas de boue provenant du déblaiement, des routes inégales, des terres ravagées, mais une architecture grandiose, parfaite et intacte.